Ah, j'ai vraiment hâte de voir ce que ChatGPT va vous sortir là-dessus. Oula! Ah ouais, là c'est hyper intéressant. ChatGPT là-dessus est à côté de la plaque. Franchement, c'est impressionnant. J'ai dit le mot générique un gros paquet de fois à cause de ChatGPT aujourd'hui. Moment de vérité maintenant. ChatGPT bullshit. Donne des exemples, ChatGPT. Est-ce que les commerciaux sont encore tous vraiment nécessaires ou est-ce qu'on va tous se faire remplacer par l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on va assister à un combat épique entre d'un côté l'intelligence artificielle la plus populaire du moment et j'ai nommé ChatGPT et de l'autre côté l'intelligence humaine la plus extraordinaire de la pièce, j'ai nommé moi-même. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et tout le monde a l'air d'accord, donc on peut y aller. J'ai à côté de moi 5 questions qui sont les questions que les commerciaux me posent le plus souvent quand ils ont besoin d'aide en vente. Je vais tirer chacune de ces questions au sort et j'aurai 4 minutes pour refaire la réponse la plus précise possible à la question. De l'autre côté, j'ai posé la question de la même manière à ChatGPT, on regardera la réponse ensemble et je réagirai. Et le jury, pour déterminer le gagnant, ce sera vous dans les commentaires. Pour chaque question, je vous laisserai me dire quelle est la réponse qui vous a paru la plus pertinente. Je précise évidemment que je n'ai pas posé ces questions au préalable à ChatGPT, donc je ne sais absolument pas ce que l'IA va nous répondre. Avant de commencer, pour ceux qui veulent vraiment progresser en B2B, atteindre leurs objectifs, toucher leurs primes, je vous ai mis un lien dans les premières lignes de commentaires qui est un programme que j'ai monté pour faire progresser les commerciaux B2B. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc je tire un papier, n'importe lequel. Donc je vais commencer par celui-là. Ok, première manche, question numéro 2. Je suis un SaaS destiné aux PME. Donne-moi les 5 meilleurs moyens pour générer un rendez-vous avec des CEO. Donc je génère des rendez-vous avec des dirigeants de PME. Quels sont les 5 meilleurs moyens? Et bah c'est parti, j'ai 5 minutes, on va mettre le timer. Ok, bon, j'arrête là parce que j'estime que j'ai fini, j'ai 23 secondes d'avance. J'ai pas grand chose à dire parce que la question c'est quels sont les 5 meilleurs moyens de générer du lead. Et en fait, bon, tout ce qu'on sait c'est que c'est pour des CEO et que c'est des PME. Donc voici mes réponses. En fait, j'ai séparé les canaux en 2 parties, à long terme et à court terme. Je commence par le long terme. À long terme, évidemment, on va faire du contenu, du content, avec les 2 canaux qui me semblent les plus évidents, le blog et LinkedIn. Pourquoi le blog? Parce que non, le blog n'est pas mort pour démarrer. Sa référence dans Google, ça reste encore le premier moteur de recherche au monde. C'est là-dessus que s'indexent aussi les IA à fond. Donc, vous avez tout intérêt à continuer à faire des articles de blog. Je dirais 1 par semaine. Je tiens compte du fait que vous avez d'autres canaux. Donc, 1 par semaine sur des mots-clés bien trouvés. J'utilise plein d'outils comme Ubersuggest par exemple pour trouver sur quel mot-clé écrire des articles. L'avantage du blog, c'est que c'est un petit peu à la racine de tout. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un bon article de blog, vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez faire une image, vous pouvez faire un post LinkedIn, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire du repurposing, la réutilisation de contenu. Et le blog, c'est la forme la plus structurée, la plus travaillée du contenu, je trouve. Et donc, à partir de là, on peut faire plein d'autres choses, beaucoup plus compliquées, divertissantes, etc. Mais la base de tout, c'est de l'écrit. C'est pour ça que l'article de blog, je trouve bien comme base de départ pour faire tout le reste. Call to action pour avoir les emails des personnes, donc lead magnet, on va dire. Vous faites des articles intéressants qui apportent de la valeur, proposez d'aller plus loin en téléchargeant gratuitement un contenu, vous avez l'email des personnes, puis derrière, vous allez faire du marketing. Et puis évidemment, LinkedIn, donc c'est du long terme. Les robots de Google vont pas vous indexer tout de suite, vous référencer tout de suite, sauf si vous avez déjà commencé le travail, mais vous n'aurez pas vos premiers leads grâce à ça. 3 fois par semaine au début, pour pas se dégoûter, ça sert à rien de partir tout de suite sur du 5-7 fois semaine, voire plus. Pareil, vous mettez une limite de temps, je passe 30-40 minutes pour faire un post et j'arrête. Donc ça veut dire que potentiellement, en moins de 2 heures, vous êtes capable de préparer votre semaine de LinkedIn. Mon conseil là-dessus, c'est d'utiliser des outils qui vont programmer les posts à votre place. Autrement dit, en 2 heures plus la programmation, vous avez votre semaine de publication. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens utilisent. Et parfois, il y a des gens qui disent ouais, mais je comprends pas ce mec, il passe son temps sur LinkedIn, etc. Pas du tout. Je vais passer 2-3 heures d'un coup à écrire tous mes posts, je les programme et après, je touche plus à LinkedIn de la semaine. Et les posts se publient aux heures que je veux automatiquement. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Il y a un outil qui s'appelle Buffer, par exemple, BU2FER, qui vous permet de le faire. Moi, j'ai pris le blog et LinkedIn, mais finalement, ce que je dis ici, c'est que le média, il est fonction du secteur d'activité. Bon, là, on sait que c'est les PME et de la cible, CEO. Peut-être que Twitter, c'est un super truc. Instagram, c'est génial. Je ne parlerai pas forcément sur Instagram, je ne connais pas très bien ce média. Mais donc, c'est pour ça que j'utilisais blog et LinkedIn. Et puis, à long terme, je parle aussi de la vente indirecte, des partenariats avec peut-être d'autres boîtes selon le secteur d'activité dans laquelle cette PME qui s'adresse au CEO. Et ça met du temps, c'est du travail de bien gérer des partenariats, il faut animer la relation, il faut pousser les gens, il faut donner envie aux gens d'aller revendre votre produit derrière. Donc il ne faut pas croire que c'est genre je signe un partenariat et les ventes
filtre tout seul derrière. Ça peut être une possibilité intéressante pour certaines personnes. À court terme maintenant, je vais accélérer. Le network, c'est le premier truc qui apporte des résultats tout de suite. Le problème, c'est que c'est pas très profond. Vous allez avoir des relations de grande qualité et une possibilité de vendre, mais votre réseau, il n'est pas infini et du coup, vous allez vite l'épuiser. Mais il faut commencer par ça, c'est l'un des trucs qui est le plus puissant. Ensuite, le call call. Le call call, c'est pas compliqué, je fais une vidéo dessus ici. Et aujourd'hui, en plus, vous avez accès au numéro de portable de quasiment tout le monde, de 60-70% des gens. Donc il y a vraiment un potentiel, vous faites une liste de 100-150 personnes, vous les appelez. Si votre discours est un peu rodé, au début, il va falloir s'échauffer, hein, ça va pas se faire en une semaine forcément. Mais vous êtes capable d'avoir un rendez-vous la première journée. Donc le call call, c'est vraiment chouette pour ça. Et puis le dernier canal, ce sera l'email. L'email qui permet à des personnes qui n'aiment pas justement qu'on les appelle par exemple, ou en amont de faire ces appels, que les gens commencent à avoir votre marque en tête, à comprendre le produit. Ça permet aussi de séparer, vous allez mettre des liens, il y a des personnes qui vont cliquer dans les liens de vos emails, ça les sépare, ça montre leur intérêt supérieur par rapport aux autres personnes qui n'ont par exemple même pas ouvert le mail. Donc dans votre call call aussi, ça vous permettra de faire le tri et d'appeler en confiance les personnes. Voilà, moi c'est ce que je ferai, PME, CEO, pour trouver mes clients le plus vite possible. Maintenant, on va voir ce que ChatGPT va nous dire. Alors, ChatGPT, on va pas lui mettre de timer parce qu'il va aller beaucoup plus vite que moi. Pour travailler avec ChatGPT, il faut comprendre ce que c'est un bon prompt. Je vous donne 3 conseils sur les prompts. Le premier qui est hyper important, c'est de donner un maximum de contexte. Le deuxième, c'est de lui donner un rôle, c'est-à-dire quel rôle doit endosser ChatGPT. Par exemple, tu es un expert en vente, par exemple. Tu es un professeur d'histoire, tu es un jeune diplômé, je ne sais pas. Et donc, ChatGPT va donner la réponse du point de vue du rôle. Ça, c'est important. Et le troisième conseil que je vous donne, c'est de le challenger, de repréciser après sa réponse pour qu'il vous redonne d'autres réponses. Pas hésiter à avoir une vraie discussion avec lui. On va mettre tout ça en application tout de suite. On va lui dire, tu es un expert en vente SaaS auprès PME. Prospect, cherche, acquérir et générer rendez-vous et tu veux lui donner tes meilleurs conseils. Et donc je lui posais exactement la même question. Quels sont les 5 meilleurs moyens de générer des rendez-vous avec des décideurs, CEO, directeur général, dirigeant. Et on va voir tout de suite ce que ChatGPT nous dit. Voilà, toujours cette remise en contexte pour il reformule. C'est quand même assez insipide comme réponse. Hein. Il est crucial d'adopter, d'y maximiser à la fois l'efficacité, la pertinence. Parle un peu dans le vent, tire langue de bois. Voici 5 méthodes. LinkedIn Sales Navigator. Alors c'est marrant, LinkedIn Sales Navigator, c'est pas une méthode, c'est un outil. Mais c'est vrai que ça va vous permettre de trouver les décideurs. J'en ai pas parlé. Comment d'ailleurs, c'est important. Marketing de contenu, on est d'accord. Waouh, deux créneaux en commun. Créer et diffuser du contenu de haute qualité qui adresse les points de douleur de vos prospects. Organiser des webinaires. Ok. Emailing ciblé. Oui, on est sur le deuxième. Donc là, c'est bon. Développer des campagnes d'email personnalisées. La clé à la personnalisation, c'est vrai. Alors, il parle pas de la qualité de la base. Je pense que la qualité de la base, si t'as pas une base de bonne qualité, tu peux pas faire du super travail. Mais c'est vrai que la personnalisation est aussi importante. Partenariat networking. Établir des partenaires avec d'autres qui servent le même marché. Et oui, c'est vrai, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça fonctionne. Et à la fin, publicité et retargeting. Donc il part pas trop de LinkedIn. En fait, c'est très générique, mais les thématiques sont vraiment... Alors moi, je connais moins bien la pub ciblée, donc c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé. Je connais moins les capacités de ce support-là. Après, ce qui est drôle, c'est que ces catégories, elles sont pas homogènes. C'est-à-dire que LinkedIn Sales Navigator, c'est un outil. Marketing de contenu, c'est carrément une énorme catégorie. Email ciblé, c'est un moyen de le faire. Donc, c'est un peu bizarre la manière dont il a construit les parties, mais en vrai, ça tient la route. Donc, première manche, ChatGPT versus Quentin. Je vous laisse décider dans les commentaires qui la gagne. Deuxième question. Alors, je vais prendre celle-là. Donc, début de la manche 2. Question 4. Ok. Alors, comment traiter le plus facilement possible les objections de mes prospects? Grosse question des commerciaux. Quels sont les mots magiques pour traiter les objections des prospects? Je mets le timer. C'est parti. Ok, j'arrête à 2 minutes parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir vous faire une réponse à rallonge. Pour répondre aux objections des prospects, il y a déjà une méthode théorique, c'est la méthode CRAC. J'en parle dans cette vidéo, mais il faut quand même que je creuse, sinon ça compte pas. N'importe quelle objection, il y a un framework, il y a un modèle commun que vous pouvez utiliser pour y répondre. Ce qu'il faut savoir, avant de vous donner la réponse, c'est qu'une objection, s'il y a objection, c'est qu'il y a projection. Ça veut dire qu'on se pose des questions quand on s'imagine utiliser la solution, l'outil, le produit, peu importe. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, commencez par vous dire, ok, il se projette, c'est plutôt une bonne chose. Il faut dédramatiser l'objection. Souvent, on n'aime pas ça parce qu'on se dit c'est ce qui va nous empêcher de faire la vente. Ne nous concentrons pas là-dessus, dédramatisons, il se projette. Donc, c'est quand même plutôt positif. Ce n'est pas un combat. L'objection ou le fait de répondre à une objection, on va se dire, ah, je vais bien le mater, je connais ma réponse. Non. On rentre en empathie, on se dit, mais si j'étais à sa place, je me poserais sans doute aussi cette question. Donc, comment est-ce que je peux l'aider? Et déjà, on change de mindset. Alors, dans la méthode maintenant, pour agir avec calme et être percutant auprès du prospect, la méthode, c'est étape 1,
prendre du recul et respirer. On ne peut pas répondre tout de suite. Et l'une des manières de le faire, c'est toujours de se dire, quand j'ai une objection, je vais répondre par une autre question. Ça va être une question pour creuser. Si par exemple le prospect vous dit, oui, mais nous, on doit utiliser la solution en groupe. Là, au lieu de répondre tout de suite que votre outil, en fait, c'est pas utile ou il y a une fonctionnalité qui va arriver, je sais pas quoi dire. Et quand vous dites en groupe, c'est en groupe en même temps ou chaque personne séparée qui doit avoir son compte à elle. Je vous donne un exemple. Vous retenez de répondre, vous allez juste creuser. Évidemment, vous acquiescez, la posture, elle est importante. Il faut être constructif, enthousiaste, en tout cas positif avec le prospect. La personne va vous donner des précisions et là, du coup, vous allez reformuler. Ok, donc ce que vous me dites, c'est que vous voulez être 5 à 10 à utiliser le logiciel en même temps, c'est ça? Donc là, vous reformulez, c'est la deuxième étape. Pour l'instant, vous n'avez pas répondu. Et là, quand vous avez bien précisé, puis bien reformulé, déjà, vous avez pris le temps de revenir au calme, si vous êtes un peu stressé par les objections, d'écouter le prospect, et puis le prospect, il s'est senti écouté, il a vu que vous lui avez pas sauté dessus avec une réponse toute faite. Et donc ça, c'est bon pour vous. Et l'étape 3, c'est que vous allez justement pouvoir lui répondre. Ok, dans notre logiciel, voici comment ça peut se passer. Ou si on ne le fait pas, voici l'autre manière de procéder. On peut aussi demander, mais pourquoi cette partie, elle est importante pour vous? Comme ça, dans l'objection, parfois, on veut répondre exactement à ce que le prospect, alors que si le prospect veut travailler en groupe, c'est pour ABC, et vous pouvez proposer une solution de contournement qui va faire la même chose pour lui. Donc c'est important de remonter à la source. Et la dernière étape, une fois que vous lui avez répondu, c'est de valider que la réponse lui convient et que c'est ok pour lui. Par exemple, ok, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous convient? Ça, c'est les 4 étapes pour répondre à l'objection. Je vous donne 4 précisions maintenant. Première précision que je me suis notée, c'est que vous avez une seule occasion de répondre à l'objection et c'est tout de suite. Si vous laissez partir entre guillemets le prospect avec un doute, etc., il ne reviendra pas forcément vous voir avec et donc il va falloir que dès que l'objection émerge, vous y répondiez. D'ailleurs, c'est le meilleur moment pour y répondre. Si vous répondez tout de suite, il ne va pas ruminer. Donc ça, c'est un bon point pour vous. Deuxième point, c'est de vous poser la question, est-ce que c'est une vraie objection ou est-ce que c'est entre guillemets une fausse barbe? C'est-à-dire, il se cache derrière ça parce qu'il n'est pas intéressé. Et donc là, en creusant et en regardant beaucoup son non-verbal aussi, vous allez avoir la réponse parce qu'il y a des objections qui sont de type fausse barbe. Et puis maintenant, je vais vous donner 2 astuces. La première, c'est la question du deal breaker. C'est-à-dire, ok, est-ce que cette chose-là, pour vous, ça peut nous empêcher de travailler ensemble? Est-ce que si on n'a pas ce truc, est-ce qu'on ne peut pas répondre à cette question, ça peut nous empêcher de travailler ensemble? Donc là, ça va vous permettre d'évaluer la gravité de l'objection, en tout cas l'impact qu'elle peut avoir sur vos capacités à vendre. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est aussi d'isoler l'objection. Par exemple, l'objection du prix, l'objection de « faut que je réfléchisse avec mon équipe ». Ce que vous allez faire avant d'y répondre, c'est que vous allez la prendre et vous allez lui dire « Monsieur le prospect, s'il n'y avait pas de question de prix, est-ce que vous achèteriez avec nous ?» Par exemple. Sur la question du décideur, oui, il faut que j'en parle avec mon équipe, ok. Mais monsieur le prospect, si vous étiez seul à décider, qu'est-ce que vous feriez? On essaye toujours d'isoler l'objection pour comprendre s'il y a celle-là ou si on a une tripotée qui vont arriver derrière. Souvent, on peut passer une demi-heure à répondre à un truc alors que derrière, il y a plein d'autres choses. Donc ça, c'est important. Puis ça permet aussi au prospect, quelque part, de conscientiser qu'il n'y a qu'un seul problème et que s'il est réglé, tous les feux sont au vert et il peut prendre sa décision tranquillement. Voyons maintenant ce que ChatGPT va nous sortir. Ok, donc là, je remets pas de contexte parce qu'il a internalisé en fait le contexte que je lui ai donné avant, donc il va s'en resservir pour me répondre. Et on va voir ce qu'il nous dit. Traiter les objections des clients de manière efficace, une compétence, encore là, blablabla, compétence, langue de bois. Ok. Écoute active. Ouais, il y a une partie d'écoute active. En fait, c'est trop large, c'est trop générique. Ok, on sait tous qu'il faut de l'écoute active. Merci. Il faudrait des exemples. Oui, il faut reformuler, on est d'accord. Demander des précisions. Oui. Le problème, c'est que c'est pas dans l'ordre. Quoique, si. D'abord, on écoute bien, ensuite, on clarifie. Bon, je suis d'accord. Ok, donc on va dans son sens, on montre qu'on ne s'oppose pas, qu'on est avec lui. Ok, pour l'étape 3. Étape 4, présenter la valeur. Ok, on répond à l'objection. Je sais pas, moi, je dis que c'est des étapes parce que là, je vous ai donné le framework, mais est-ce qu'il nous le dit? Voici quelques stratégies. Non, il donne pas la chronologie entre les étapes, il explique pas que c'est une méthode où on peut le faire step by step. Pour le coup, c'est plutôt le cas, mais c'est pas ce qu'il dit. Donc si moi j'y connais rien aux objections, je dis faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse... Mais je comprends pas forcément qu'il y a un ordre, je comprends pas, j'ai pas de méthode. Préparez-vous à les objections courantes en amont, si vous voulez que les pleins piqueries, préparez les réponses convaincantes à l'avance. Oui, il faut anticiper les objections. Il y a une liste d'objections, alors il y a 25 objections très courantes d'ailleurs dans le call calling. J'ai fait un outil pour vous y entraîner que je vous mets là, qui s'appelle l'entraîneur virtuel aux objections que vous pouvez utiliser. Et effectivement, il y a des objections courantes génériques et il y a des objections spécifiques à votre entreprise. Celles-là, il faut les préparer. C'est un Excel, à gauche, la liste des questions qui sont souvent posées, à droite, les réponses que vous pouvez donner aux clients. On ne va pas commencer par dégainer ces réponses, mais c'est aussi pour vous, pour être serein, pour savoir que vous êtes prêt à répondre à ce type de questions. En vrai, il y a 80-90% des questions qui tombent, c'est toujours les mêmes. Vous devez être prêt, c'est votre job. Étape 6, essai de fermeture. Oula, c'est une très mauvaise traduction, essai de fermeture. J'imagine
j'imagine qu'il voulait parler de closing. Donc c'est l'équivalent de la validation que j'ai donnée. Avec cette solution en place, voyez-vous davantage à progresser ensemble. Ok, dans l'intention, je pense pas du tout que c'est un essai de fermeture. Moi, j'appellerais ça vraiment la validation que la question a été traitée. C'est pas la peine d'avancer. Surtout que c'est un peu une logique de vente très courte. On a dit qu'on faisait du B2B et la plupart des ventes B2B se font pas en un call, quoi. Donc pas forcément pour. Faudrait le changer, faut mettre la nuance. Et vous voyez, c'est là que ChatGPT atteint ses limites. C'est que il va aller récupérer, agréger de l'info à droite à gauche. Et là, en vrai, si on suit le truc, je pense qu'on se plante. Attention, GPT. Suivi. Si une objection ne pas... Oui, c'est vrai, j'irai un peu plus loin. Si on peut pas traiter une objection, effectivement, il faut lui donner voilà, une date, et c'est là où je vais plus loin, à laquelle on va lui donner une réponse et le faire et respecter sa promesse. Voilà, la réponse, elle est hyper intéressante. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies. En revanche, on n'a pas tout le côté état d'esprit, je pense, qui va être important autour de l'objection. Bon, les fondamentaux, ils sont vrais. Le seul problème, c'est que c'est hyper générique. Donc, je suis sûr que quand vous lisez ça, la plupart des choses qui sont à l'intérieur, vous les saviez déjà quelque part. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthode, c'est pas hyper précis, et il n'y a aucun exemple. J'ai essayé de vous donner des exemples justement pour vous aider à vous projeter, et puis vous repartiez avec les questions du type, ah bah, si vous étiez le seul à décider, voilà. Là, c'est tangible, je vais pouvoir aller avec ça sur le terrain et progresser. Et ça, ChatGPT ne l'a pas fait. Alors, je pourrais lui demander, hein, donne-moi des exemples de, on va le faire, amusons-nous, youhou. Donne-moi un exemple de clarification. L'étape 2, c'est le truc classique qu'on voit dans les vidéos YouTube américaines que j'aime pas trop. Vaut mieux laisser la question ouverte, je trouve. C'est pas facile hein, de faire des scripts comme ça, donc forcément ça fait très cliché le type de réponse. Mais au moins on a des choses, donc je retire à moitié ce que j'ai dit. À moitié. Manche numéro 2 terminée. Je vous laisse voter pour la réponse que vous avez préférée dans les commentaires. Ok, manche numéro 3. Papier 3, manche numéro 3, c'est parfait. Donc la question c'est quelles sont les 3 choses les plus importantes et les plus difficiles à faire pour réussir son premier rendez-vous de vente en B2B. Ok, c'est parti. Ok, bon, donc la question c'était quelles sont les 3 choses les plus importantes et difficiles à faire pour réussir son rendez-vous de vente B2B. Alors les 3 choses que je me suis notées, c'est 1, l'analyse. C'est important et c'est difficile à faire. Analyser la situation de son prospect de manière tout à fait objective et en sortir des chiffres. Être capable de poser les bonnes questions ouvertes qui sont à la fois intéressantes pour le prospect mais aussi riches d'informations pour vous, pour adapter votre discours, pour savoir quelle partie de ce que vous faites va être le plus intéressant. Et être capable aussi dans l'analyse de synthétiser en 3-4 points clés tout ce qui aura été dit. D'un côté, il y a une capacité d'analyse, mais de l'autre côté, il y a une capacité de synthèse qui va être très importante parce que c'est votre brouillon, c'est la donnée de départ, c'est la donnée brute que vous avez pour le reste de la vente. Donc si vous avez une donnée de base qui est pauvre et ou incomplète, votre vente elle va être compliquée. Si vous avez une donnée de base qui est très riche, très renseignée, très précise, votre vente elle va être beaucoup plus facile. La deuxième chose, c'est connecter. La partie analytique, c'est très professionnel, c'est très rationnel. Connecter avec la personne, c'est difficile à faire parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire et c'est aussi important parce que c'est une dimension qui est présente chez tous les humains, même les gens qui n'ont pas forcément l'air sensibles à ça. Je sais qu'il y a des personnes très challengeantes qui parlent pas d'elles, qui vous posent aucune question, qui sourient jamais, qui sont un peu agressives dans la manière de faire. Ces gens aussi sont sensibles au côté humain. Il faut juste s'adapter, mettre le bon niveau d'énergie. Et justement, en parlant d'énergie, dans ce côté humain, dans ce côté connexion, il y a une histoire d'énergie à gérer. Et là, vous allez regarder dans quelle énergie est la personne, et essayer de matcher et de tirer un petit peu vers le haut cette énergie, légèrement. Mais si vous êtes face à quelqu'un de très calme et posé, ne partez pas comme une pile électrique dans tous les sens. Il va y avoir un décalage qui n'est pas forcément confortable à vivre pour la personne. Je le rappelle, hein, dans la relation, le commercial, c'est la variable d'ajustement. On ne peut pas attendre du prospect qui s'adapte. Il y a des prospects qui vont le faire parce qu'ils sont bien élevés, parce qu'ils connaissent les relations humaines, et la plupart le feront pas. Pas parce qu'ils sont mal élevés, mais juste parce qu'ils sont en situation passive. C'est un commercial qui vient les voir ou qui fait une visio. Il y a encore ce vieux truc de relation client-fournisseur. Donc il s'attend, lui, il fait pas d'effort. Donc c'est à vous, et c'est votre métier d'ailleurs, d'être la variable d'ajustement dans la relation. Donc c'est à vous de vous adapter pour faire de la discussion et le moment que passe le prospect quelque chose d'agréable. Et puis dans la connexion, il y a quelque chose d'autre qui est important, c'est de comprendre quel est l'intérêt personnel de la personne, se deal avec vous ou à changer les choses ou aller chercher ce type de produit. Il faut comprendre ce qui l'anime elle en tant que personne, et là aussi c'est une affaire de connexion. Vous voyez, c'est quand même hyper important. Et comme je le disais, c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire et qu'on n'a pas envie de tomber dans les clichés, là, les stéréotypes habituels du commercial qui va être copain avec vous à tout prix. C'est un juste milieu, un doux mélange à trouver qui est assez complexe mais qui est très important. Puis la dernière chose importante et difficile, c'est l'expertise. L'expertise, c'est la chose qu'attendent le plus les prospects de votre part. L'expertise, c'est être capable, grosso modo,
que le prospect ressort du rendez-vous en se disant punaise, j'ai appris des choses, même si le produit ou le service ne correspondent pas, la personne est sortie en disant putain, ils connaissent leur métier, ils m'ont appris des choses et c'était agréable. Et ça, c'est hyper important. Ça se travaille. Vous devez lire des choses, vous devez lire les mêmes magazines que lisent vos prospects, vous renseigner sur leur vocabulaire, ça va être ici hyper important, être capable de l'utiliser. Et systématiquement, avant un rendez-vous, être capable d'aller chercher les bons chiffres que vous allez partager, les actualités et comprendre comment vous allez faire pour apprendre quelque chose à votre prospect. Ça se prépare, puis ça s'alimente toute l'année dans les discussions, dans vos lectures, dans les blogs, dans les vidéos que vous allez regarder. Hyper important. La dernière partie dans l'expertise, c'est de vous renseigner sur l'entreprise de votre prospect. Vous devez être au courant de ce qui s'y passe, ce qu'ils y font. Les chiffres clés, on ne va pas lui faire répéter ce qu'il sait déjà. Donc, dans l'expertise de votre métier ou dans votre expertise de commercial, vous devez démontrer que vous êtes préparé, faire gagner du temps à votre prospect. Et déjà ça va vous distinguer de la plupart des commerciaux. Je vous avoue que je suis très curieux de savoir ce que ChatGPT va nous dire, mais je sens qu'on va avoir l'alerte banalité qui va sonner dans tous les sens. Et je lance la question, c'est parti. Quelles sont les 3 choses les plus importantes et difficiles à faire pour réussir son rendez-vous de vente en B2B? Comprendre le besoin de la personne à la présentation, c'est vrai, c'est hyper important. Pour moi, c'est la chose que les commerciaux ont le plus de mal à faire, que je lui donne un point. Établir la confiance et la crédibilité, j'en parlais plus sur la partie expertise. Ah, c'est marrant, il met confiance et crédibilité ensemble. Alors pour moi, c'est 2 exercices complètement différents. Ah ouais, là, c'est hyper intéressant parce que dans établir la confiance et la crédibilité, il y a le problème majeur et il vous conseille, en tout cas, il crée un biais qui provoque un problème majeur chez les commerciaux, c'est qu'il dit que vous devez avoir une crédibilité, une connaissance approfondie de votre produit ou de votre service. Alors que le plus important, c'est pas ça, le plus important, c'est d'avoir une connaissance approfondie du métier du prospect, de son secteur d'activité, etc. Et là, en ne le disant pas, il ne dit pas que c'est pas important, mais en ne le citant pas, il déroute complètement l'attention des commerciaux qui vont continuer de se former comme des fous sur leurs produits, leurs services, eux, moi, je, et ils vont retomber dans le travers habituel des commerciaux qui parlent que d'eux et de leurs produits. Et ça marche pas. La formulation de la partie 2, en fait, plus que le titre, c'est ce qui était à l'intérieur. Et c'est là le piège qui est trompeur. Le titre est vrai, ce qu'à l'intérieur, je le trouve prêt à confusion. L'expertise ultime, la manière de construire la crédibilité, c'est de l'expertise métier, de l'expertise industrielle. C'est pas du tout de l'expertise sur votre produit. Vous ne créez pas de crédibilité en connaissant votre produit. C'est hyper important, il faut le connaître, attention. Mais vous ne créez pas de crédibilité comme ça. Et ça marche pas. Puis pour la partie confiance, ok, là on parle plutôt de confiance professionnelle. Donc pour moi, c'est la crédibilité, la confiance professionnelle. Mais il ne parle pas du tout de confiance personnelle. Ça, c'est un peu dommage et je suis très étonné que ce soit à moi de le dire. Parce que, à la base, moi, j'étais pas le premier à m'attarder là-dessus en rendez-vous. Étape 3, gérer les objections de manière compétente. Ok, moi je pense pas du tout que c'est le truc le plus important, c'est hyper important, il faut savoir le faire, mais en vrai, pendant le rendez-vous, pour moi, un nombre élevé d'objections, c'est aussi lié avec une confiance et une crédibilité basse dans la tête du prospect. Donc, avant de devoir gérer les objections, je dirais qu'il faut savoir éviter qu'elles émergent. Pour moi, c'est pas forcément un truc important, mais ça va être à vous de décider sur la manche 3 quelles ont été les réponses qui vous ont le plus aidé. Ok, avant dernière manche, il nous reste 2 papiers et je vais choisir mon 5 à tourner depuis tout à l'heure, vous me l'avez pas dit. Magnifique, et ben je vais prendre le 5. Et donc le 5, c'est comment puis-je réduire mon cycle de vente? La big question, la question à 1 million d'euros, comment réduire son cycle de vente? Je mets le timer et c'est parti. Ok, pareil, j'arrive là, 2 minutes. Donc la question était comment est-ce que je peux réduire mon cycle de vente? Ça, c'est la star des questions chez les commerciaux, une des stars des questions. Il y a une grosse combinaison de facteurs pour moi pour réduire son cycle de vente. L'un des moments sur lesquels on perd le plus de temps, c'est quand on est face à quelqu'un qui n'est pas qualifié. Donc dans le ciblage, déjà, on va gagner beaucoup de temps. Le deuxième moment, c'est le moment de la proposition commerciale. Les propositions commerciales pas claires, elles provoquent des allers-retours pour que le prospect il soit bien sûr de ce qu'il est en train d'acheter. Il va vous poser des questions, il va demander des précisions, il va demander des détails. Si vous repose ces questions, s'il reveut ces détails, c'est qu'il a manqué des choses dans votre proposition commerciale, vous perdez beaucoup de temps avec ça, donc il faut faire attention. Évidemment, le compelling event, monsieur le prospect, mais finalement, si vous commencez dans 4 mois, est-ce que c'est grave? Vous allez voir s'il y a de l'urgence ou pas. Ah oui, c'est grave parce que nous, on a besoin de telle date. Ok, quand vous avez cette date précise, après vous vous amusez avec les timings pour faire en sorte de monter un projet qui lui permette de s'assurer de respecter cette deadline. Mais si vous ne posez pas cette question, vous n'y arrivez pas. Donc le compelling event, et derrière du coup, qui est lié le mutual action plan.
je sais pas pourquoi je vous dis en anglais, ça n'a aucun intérêt. Le plan d'action mutuel, son objectif, c'est de se mettre d'accord avec le prospect sur un rythme à donner à l'évaluation de votre solution avant sa prise de décision. Et ce plan d'action mutuel, le dernier mot c'est le plus important, il est fait à deux. Et donc c'est pour ça qu'il faut le compelling event pour bien le faire. C'est pour ça qu'il faut, et ça j'en parle en plus, intégrer le décideur le plus tôt possible, parce que finalement c'est le décideur qui peut tout accélérer, au contraire tout freiner. Donc là aussi il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est son accès au décideur. J'ai une vidéo ici sur comment accéder au décideur que je vous ai faite, que vous pourrez aller voir. Mais ça, c'est important. Et puis, de manière générale, c'est au moment où je vous donne un petit tips, au moment où vous fixez vos rendez-vous, essayez toujours de gagner 2-3 jours, un jour, par-ci, par-là. On est sur des ventes qui sont plutôt longues, vous allez faire 5 rendez-vous, plus, parfois beaucoup plus. Quand on vous propose une date, essayez toujours d'en proposer une un petit peu avant. Non, je ne suis pas disponible, vous seriez là, le 4, 3, est-ce que ce serait possible pour vous? Essayez d'aller gratter des jours un par un, progressivement, et puis ça vous va faire gagner une semaine à la fin, 2 semaines sur votre cycle de vente. Donc c'est une petite astuce toute bête, ça ne va pas vous changer radicalement votre cycle de vente, mais ça peut vite vous faire gagner 1 ou 2 semaines, donc allez-y, utilisez-le. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'être vous-même extrêmement réactif. Dès que le prospect vous écrit, il faut qu'il sache qu'il peut avoir une réponse dans les heures à venir. Ça va le mettre lui aussi dans une dynamique et il va suivre votre rythme, donc qui, s'il est plus rapide, sera aussi plus rapide. Et puis en plus, travailler avec quelqu'un de très réactif, c'est toujours beaucoup plus agréable, donc vous marquez des points. Ok, autour de notre ami l'IA ChatGPT. Alors, qu'avons-nous là? Qualification précise des deals, ok. C'est vrai, c'est ce que je disais dans ma réponse, moi je voulais même aller en amont, que là on parle de leads qui sont entrants, mais dans les leads sortants, de base, il faut déjà avoir des cibles très bien choisies. Si vous allez plutôt vouloir écrire par exemple aux décideurs qu'aux utilisateurs, parfois on va faire les deux et on n'a pas le choix, mais vous allez plutôt avoir envie de faire ça avant même la qualification. Mais c'est vrai que la qualification précise des leads, ça va vous aider. Clarification des besoins et des points de douleur. Oui, c'est vrai, et c'est important, on l'a déjà dit avant. Je ne sais pas si ça accélère le cycle de vente, mais c'est important. Démonstration efficace ciblée, non. Pour moi, ça accélère rien du tout. Une démonstration, c'est juste pour convaincre les décideurs, mais aller vite ou pas vite. À part si c'est un truc incroyable, et c'est très rarement le cas sur les produits. Faire une bonne démo, ça va juste permettre de gagner le deal, mais ça ne permet pas de l'accélérer. Communication claire des valeurs et des bénéfices, c'est pareil. Alors là, il dit tout le temps la même chose. Hein. Pour moi, clarifier les besoins et douleurs, démonstration efficace, communication claire des valeurs, des bénéfices, pour moi, c'est dans la même catégorie. Ok, je dis d'une manière un peu différente. 5. Réduction des points de friction. Donne des exemples, ChatGPT. Ok, on veut réduire les points de friction, c'est évident. Partout, ça met du temps à se compliquer, on veut le rendre rapide et facile. Il a raison, mais ça apporte pas grand-chose, quoi. Si j'avais des exemples précis de comment le faire, là, ça m'intéresse. Et je peux lui demander, hein, je peux lui dire, peux-tu me donner des exemples précis sur l'étape 5? On va pas le faire, sinon j'ai envie de le faire avec toutes les étapes. Engagement des décideurs clés. Oui, on en a parlé. Inclure les décideurs le plus tôt possible pour éviter des retards. On en a parlé, je suis complètement d'accord. Automatisation et utilisation des outils de vente. Alors là, c'est pareil, c'est un moyen d'y arriver, c'est un outil, mais c'est pas une méthode, je dirais. Oui, je suis d'accord, quand on a un CRM, évidemment, il y a moins de choses qui passent à travers les mailles du filet, donc vous-même, potentiellement, il y aura moins de retard, vous aurez moins de retard dans le cycle de vente, mais il mélange un peu la méthode et l'outil. Formation de l'équipe de vente, ok, c'est pas très concret, très générique. J'ai dit le mot générique un gros paquet de fois aujourd'hui à cause de ChatGPT, mais j'ai l'impression que c'est ça son gros défaut. Après, on peut toujours préciser, c'est sûr, mais en fait, par définition, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et c'est ça le problème de ChatGPT, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et donc poser la bonne question qui vous apporte l'info qui vous manquait ou la précision que ChatGPT n'a pas vue, ça nécessite que vous le sachiez. Moi, je le sais, c'est la question que j'ai envie de lui poser pour avoir la réponse précise qui va m'aider. Mais quand on est débutant, qu'on cherche des réponses sur ChatGPT, on l'a pas forcément. Et là, bah, c'est compliqué. Ok, franchement, réponse intéressante en demi-teinte. Je dirais, il y a une première moitié qui est vraiment réelle, mais encore une fois, on manque de concret et de précision, mais c'est vrai. Et si vous aviez réfléchi vous-même à cette question, vous auriez pu dire la même chose, peut-être à ce que je vous ai dit aussi d'ailleurs. Et une autre partie qui est pas vraiment exploitable d'après moi. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a eu qu'un contresens ou truc absolument fou, quelques banalités. Mais c'est plutôt impressionnant, franchement c'est impressionnant. Fin de la manche 4. Est-ce que cette dernière manche va porter l'estocade à l'un de nous deux? On va voir ça tout de suite. Dernière question, j'ai plus beaucoup de choix de papier. Et c'était la question 1 qui est: quels sont les 5 plus gros problèmes des commerciaux B2B? Alors là, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir particulièrement participer. Vous allez voir si vous êtes d'accord ou pas avec les 5 plus gros problèmes que moi je pense qu'ont les commerciaux B2B. Les 5 plus gros problèmes que ChatGPT pense que vous avez. Let's go! J'aime bien cette question parce que c'est très direct, quoi. On va avoir 5 réponses, on va voir quelles sont 5 réponses, on va voir ce qu'on a en commun et on va voir avec qui vous êtes le plus d'accord. Et là, forcément, c'est vous qui allez décider. Je peux pas savoir mieux que vous-même quels sont vos plus gros problèmes en ce moment. Alors, mes 5 problèmes sont 1.
trouver des prospects, générer du pipe, avoir plus de rendez-vous avec des décideurs. Le KPI, c'est nombre de rendez-vous générés. La deuxième chose, c'est se démarquer et convaincre, c'est en fait gagner plus d'affaires. Gagner plus d'affaires, c'est votre taux de win, taux de victoire. Troisième chose que je pense que vous avez comme problème, c'est augmenter le panier moyen, faire des ventes qui soient plus élevées, réussir à faire de l'upsell, réussir à vendre plus, 10, 20, 30% de plus peut-être par client. Qu'est-ce que vous faites déjà aujourd'hui? Quatrième chose, c'est raccourcir votre cycle de vente. Vous voulez gagner, vous voulez signer plus vite, c'est un problème parfois. Et donc, vous cherchez des solutions pour ça. Et la cinquième chose, c'est comment s'organiser. La fonction commerciale, c'est multitask. J'entends beaucoup d'entre vous qui cherchez des solutions pour mieux vous organiser, traiter plus de deals en même temps en faisant moins d'erreurs. Et donc, ça vous permet aussi de faire plus vos objectifs. Et donc, pour moi, c'est le cinquième problème potentiel le plus important que vous pourriez avoir. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez l'un de ces 5 problèmes, je vous recommande d'aller voir le premier lien en commentaire du Sales Training Club, qui est la salle de sport dédiée aux commerciaux performants, honnêtes et compétents. Je vous invite vraiment à aller voir ce lien si jamais vous voulez progresser et rejoindre les autres commerciaux qui s'entraînent toutes les semaines à vendre. On fait du concret, on travaille sur la prospection, le rendez-vous de vente, la contractualisation, ce qu'on appelle le closing, toutes les étapes en fait du cycle de vente, ou par petits groupes de 5 à 10, on va travailler en live ces effets-là pendant 45 minutes, plusieurs fois par semaine. Je vous laisse regarder sur le lien à Scale Sales Training Club si vous voulez progresser en vente, si vous avez l'un de ces 5 problèmes pour y arriver. Et ça me laisse pile le temps, mon timer sonne super. Donc, moment de vérité maintenant, tout va se jouer sur cette question. Quels sont les 5 plus gros problèmes des commerciaux? J'ai vraiment hâte de voir ce que ChatGPT va nous sortir là-dessus. Suspense, c'est parti. Quels sont les 5 plus gros problèmes des commerciaux B2B selon ChatGPT? Problème numéro 1, accès et engagement des décideurs. Ouais, c'est un gros problème. On comprend pas à quelle étape, si c'est pendant le rendez-vous de vente et pendant... Ah, moi je dis c'est manque de précision, je le dis. On comprend pas si c'est pendant le cycle de vente ou si c'est en amont pour avoir des rendez-vous. Long cycle de vente. Ok, ça correspond parfaitement à ce que j'ai dit. Gestion de multiples parties prenantes, ouais, c'est un challenge. Je pense pas que c'est le plus gros, mais c'est un challenge. Parce qu'à la fin, en fait, même si on a 6-7 qui prennent la décision, on en parle à 2-3. Maintien de la pertinence du produit ou du service. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans un marché en évolution, voilà, ChatGPT bullshit. Ça y est, on l'a. Dans un marché en évolution rapide, maintenir la pertinence du produit est crucial. Ça, c'est un problème que les commerciaux ont à jour avec les dernières innovations et mises à jour de leur offre, mais aussi anticiper et répondre aux évolutions des besoins des clients et à la pression concurrentielle. Voilà, un bon gros bout de tout et n'importe quoi dans la même phrase. Moi, je vote pas pour. Vous êtes libre, peut-être que vous allez voter pour. Les difficultés de différenciation. Avec tant de produits et services similaires, il peut être difficile de différencier efficacement son offre. Moi, je pense que quand les produits sont similaires et les services sont similaires, justement, la différenciation, c'est pas sur l'offre, c'est sur le commercial et le processus de vente. La qualité du processus de vente, c'est un élément de différenciation des produits et des services. Oui, c'est potentiellement un problème de différencier, mais l'explication et la solution donnée par GPT, pour moi, elle est à côté de la plaque. ChatGPT là-dessus est à côté de la plaque. Donc si on regarde, on a quand même un problème en commun, à vous de décider. Bon, déjà, c'était un petit peu drôle, c'était un format différent, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est sympa de se comparer à ChatGPT et de voir un peu les différentes réponses. Il y a une grosse FOMO autour de ChatGPT, mais avec le temps, je me rends compte que pour l'instant, les usages sont pas hyper stables et il y a un problème de nuances, de contextualisation, d'exemples, d'expérience. Et ChatGPT a pas vraiment, il y a beaucoup de banalité quand même. Alors attention, c'est impressionnant, je rappelle, il y a 2 ans, pour moi, c'était inimaginable un truc pareil. C'est quand même hyper impressionnant. Et pour moi, ça aide les gens, soit les personnes très débutantes qui n'ont pas de base, soit les personnes qui sont très compétentes et qui ont envie juste de pousser la question plus loin, avoir des exemples, de l'inspiration, je dirais, sur la manière quant à faire les choses. Mais pour que ça marche, il faut avoir la capacité de juger et de discernement de la bonne réponse et de la mauvaise réponse. C'est-à-dire que si tu n'as pas des fondamentaux en vente où tu sais vers où aller ou pas aller, tu n'es pas capable de savoir si la réponse de ChatGPT elle est intéressante ou pas. Et c'est ça, je trouve, qui est dangereux. Parce que si tu appliques à la lettre, déjà, tu ne vas pas faire grand-chose parce que je trouve que c'est pas très concret. Mais en plus, tu peux te tromper à dire ouais, c'est le produit, c'est le produit. Tu vois, plusieurs fois, la ChatGPT nous a dit oui, il faut se renseigner sur le produit. C'est vrai. Et à aucun moment, on a parlé d'expertise, par exemple industrielle, d'expertise sur le secteur d'activité, qui est pourtant vraiment plus importante. Donc ça peut être utile, ça va pas régler tous vos problèmes en vente, vous allez être déçu quand vous allez l'utiliser. Bon, si vous commencez à discuter avec lui et que vous précisez, vous aurez peut-être d'autres réponses, mais au global, ce que je dirais, c'est que c'est bien d'avoir l'avis de ChatGPT, mais il vous faut garder votre capacité de discernement, il va toujours falloir retraiter les réponses. Et ça, pour moi, c'est un gros problème, et c'est pour ça que dans bien des cas, quand j'utilise l'IA, ça me fait perdre plus de temps que de réfléchir moi-même une première fois vraiment de manière approfondie, et d'ensuite d'aller chercher les virgules, les approfondissements, les idées que je vais sélectionner, je vais en mettre de
côté certaines et en garder d'autres pour pouvoir compléter mon idée originale. C'est ça aujourd'hui mon usage, ma vision de ChatGPT et des IA en général. Et maintenant, il y a plein d'autres usages qui sont en train d'émerger, qui sont exceptionnels. J'ai hâte de voir quand ce sera stable et possible. On l'a vu une fois pendant ce jeu, ChatGPT avec le français a encore un petit peu de mal. Il y a des traductions qui sont pas hyper précises, fines. Et ça peut poser problème. Et je pense que c'est l'une des limites de l'usage, notamment aujourd'hui sur la rédaction d'emails, sur le text-to-speech et des choses comme ça, où c'est pas super convaincant quand il génère lui-même son propre contenu. Voilà, j'espère que le format vous a plu. Je sais pas qui a gagné, et c'était pas ça le but principal de toute façon de cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, rejoignez le Sales Training Club ou la newsletter The Good Sales qui va vous aider à progresser en vente B2B. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes ventes.